écoutez, je suis convié aujourd'hui à parler des tensions entre vous m'entendez bien, des tensions entre l'islam... Non. Ah, on va... Vous m'entendez là? Parfait, je vais essayer de m'avancer. Oui, comme je vous le disais à l'instant, je suis convié à parler des tensions entre différentes formes d'islam. C'est un sujet très important, extrêmement sensible, et que l'on traite souvent avec beaucoup de nonchalance et peu de rigueur, notamment le réflexe spontané qu'on peut avoir quand il est question de ces tensions, c'est de dire que finalement, intrinsèquement, il y a forcément un conflit entre les tenants du chiisme et les tenants du sunnisme pour des raisons liées à la confession. Bon, c'est une raison qui peut s'entendre. Je ne nie pas, et vous allez vous en rendre compte quand j'en parlerai davantage au fur et à mesure, qu'il y a une dimension bien sûr religieuse dans la défiance qui peut exister entre sunnites et chiites, mais ce n'est pas forcément et systématiquement la porte d'entrée qu'il faut aborder ou par laquelle il faut entrer dans ce sujet. Il est important également de dire au préalable de quel point de vue je me situe. Je ne voudrais pas passer pour celui que je ne suis pas. Je ne suis pas spécialement un spécialiste du chiisme, ni même du chiisme politique. La manière dont j'appréhende cette question des tensions entre sunnisme et chiisme est liée à mes travaux, mes réflexions et aux publications que je réalise autour de ce que j'appelle la politisation de l'islam. La politisation de l'islam que l'on retrouve notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler l'idéologie islamiste. Voilà le point de départ de mes recherches, c'est-à-dire une réflexion systématique sur les rapports entre politique et islam, en sachant d'emblée qu'il faut être là aussi extrêmement rigoureux. Il y a des formes diversifiées de politisation d'islam. Des formes diversifiées, vous avez l'islamisme qui est une forme de politisation d'islam, on pourrait dire une forme de politisation exacerbée de l'islam, du rapport à l'islam, mais évidemment que toute mobilisation au nom de l'islam ne signifie pas forcément islamisme. Et c'est un point de vue que j'aime à rappeler en introduction, parce qu'on a tendance, notamment en France, c'est de là d'où je parle, précisément ce qui m'intéresse, c'est aussi le débat franco-français, c'est d'assimiler toute forme de mobilisation au nom d'islam à de l'islamisme, et par réduction, l'islamisme au djihadisme. Donc soyons extrêmement clairs là-dessus, il y a des formes de politisation d'islam, elles ne sont pas toutes violentes, et surtout elles ne conduisent pas toutes au djihadisme, qui est une forme violente, extrêmement violente, terroriste, de la mobilisation au nom d'islam. Donc il y a toute une gamme, toute une palette de politisation de l'islam. Cela étant dit, j'en viens maintenant plus précisément aux raisons pour lesquelles je suis ici devant vous aujourd'hui, ces tensions entre islam sunnite et islam chiite. D'abord, une question que je soulèverai, à laquelle bien sûr je vais tenter de répondre, c'est de quoi parlons-nous au juste quand nous parlons des tensions entre différentes formes d'islam, entre l'islam sunnite et l'islam chiite. Deuxième question que l'on peut poser, à laquelle il faudra essayer de répondre, c'est à quelle échelle d'observation nous situons-nous quand on analyse la question des tensions entre islam sunnite et islam chiite. Est-ce que c'est une approche plutôt macro-sociologique, c'est-à-dire qui s'intéresse essentiellement aux relations internationales de pays importants comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, par exemple? On pourrait envisager cette question des tensions entre sunnisme et chiisme à l'échelle macro-sociologique au niveau des États, ou plutôt à une échelle micro-sociologique. Et de ce point de vue-là, nous pouvons nous intéresser aux acteurs locaux, aux acteurs nationaux, qui ne passent pas forcément sous les radars de l'actualité. Quels sont les acteurs qui, par exemple, c'est un exemple qu'on peut prendre, dans le contexte français, quels sont les acteurs d'une forme de politisation de l'islam qui conduit parfois à des formes d'exclusivisme et d'exclusion du chiisme. Et inversement, quels sont les acteurs éventuellement, s'ils sont présents, s'ils sont puissants dans l'espace public, l'espace militant, chiites, qui politiseraient le chiisme au point d'exclure les sunnites. Alors je le dis d'emblée, dans le cas français, vous avez, et je l'étudie suffisamment pour le réaliser, vous avez beaucoup plus d'attitudes anti-chiites dans le tissu sunnite français, parce qu'il y a une présence plus importante du sunnisme dans le champ islamique français, que de l'anti-sunnisme de la part des chiites. Et c'est lié à un déséquilibre. Vous avez entre 10 et 15% de chiites parmi les musulmans. Le reste, c'est une majorité écrasante de sunnites. Donc par définition, même si certains chiites éprouvent quelques défiances vis-à-vis des sunnites,
ils ne l'exprimeront pas forcément publiquement parce qu'ils n'ont aucun intérêt du point de vue démographique. Et vous allez voir que c'est très important de le souligner, notamment quand on aborde des acteurs plus importants comme le Hezbollah au Liban ou l'Iran ou des figures religieuses iraniennes quand elles s'expriment au nom du sunnisme du point de vue public. Ça, c'est donc deux questions importantes. Une troisième observation, qui peut être aussi une question, c'est la pluralité des paramètres que l'on doit avoir présent à l'esprit quand on aborde et quand on entre dans cette question des tensions entre sunnisme et chiisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'un seul paramètre. Par exemple, le paramètre religieux, qui serait la seule variable explicative des tensions qui existeraient entre musulmans sunnites et musulmans chiites. Ce serait pécher par approche monofactorielle. Et l'un des sociologues qui insiste le plus sur la nécessité d'une approche multifactorielle, c'est-à-dire qui prennent en compte un ensemble divers de paramètres, c'est le sociologue allemand Max Weber. Et je m'inscris pleinement dans cette démarche compréhensive, c'est-à-dire faire en sorte d'analyser une crise, une situation, un fait social, un phénomène social, sur la base de la prise en compte d'une pluralité de facteurs. Bon, ça, c'est un troisième point important que j'aimerais souligner devant vous, c'est quand on aborde cette question, véritablement de faire l'effort de considérer que ces tensions puisent à des raisons multifactorielles et non pas des raisons monofactorielles. Quatrième observation que l'on pourrait faire, c'est, et cela c'est un aveu, pas d'impuissance, mais de modestie. Il faut beaucoup de modestie quand on aborde cette question, et ce n'est pas de la fausse modestie que de vous dire qu'il est impossible, c'est pour ça que je parle de cette quatrième observation, il est rigoureusement impossible de prétendre pouvoir traiter de façon exhaustive, définitive, cette question des tensions entre islam sunnite et islam chiite, ou musulmans chiites et musulmans sunnites. Parce que cela supposerait que l'on ait accès à l'ensemble des scènes politiques où ces questions-là sont considérées. Et ce n'est pas du tout ma prétention, en raison, eu égard à ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire à l'ancrage qui est le mien, qui est plutôt une analyse systématique de l'islamisme. Et vous me direz, c'est peut-être une idée à laquelle vous pensez au moment où vous m'écoutez, alors quelle est la finalité? La finalité, s'il en est une, ce soir, c'est une invitation, et c'est pas rien, je pense, vous me direz à la fin lors du débat, c'est une invitation à penser et à concevoir la complexité d'un tel sujet. Et donc une raison supplémentaire pour nous, collectivement, individuellement et collectivement, une raison supplémentaire de renoncer à toute simplification facile. Et telle sera ma préoccupation principale. Ce n'est pas une politesse d'âme ou une facétie rhétorique, pour commencer par là, mais toute question sérieuse mérite d'être abordée avec une méthodologie scrupuleuse. Et c'est déjà un enseignement en tant que tel. Après, bien sûr, je vais donner des exemples de ces phénomènes de tension, mais on ne peut pas entrer dans cette question avec cette légèreté qui est parfois, malheureusement, présente dans le débat public. Enfin, il y a un autre point de vue que j'aimerais envisager d'ores et déjà, c'est que ces tensions qui existent et qui sont réelles et qu'on va essayer d'objectiver à partir d'exemples précis, n'ont pas une seule origine. Les origines sont multiples et en plus de cela, évolutives et ambivalentes. Il n'y a pas de relation monolithique entre sunnites et chiites dans l'histoire. Même l'histoire politique d'un certain nombre de pays, par exemple les rapports entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou des acteurs religieux chiites ou des acteurs religieux sunnites qui peuvent compter du point de vue de la parole publique auprès des musulmans auxquels ils s'adressent. Il n'y a pas une seule origine, et là je pense immédiatement au développement de Marc Bloch. Toute approche sociopolitique rigoureuse doit considérer qu'il n'y a pas une origine unique et univoque à une crise ou à des tensions. Moi je me méfie beaucoup de cela. La recherche éperdue, et à bien des égards inaccessibles, d'une origine univoque, unique aux tensions qui existeraient, le cas qui nous intéresse entre sunnites et chiites, mais n'importe quelle autre considération. C'est très difficile de postuler une origine unique. Vous pouvez faire la genèse d'un problème ou de difficulté ou de tension, mais vous ne pouvez pas fixer d'origine unique, et je tirerai volontiers cet enseignement de nos collègues historiens. Alors, n'étant pas spécialiste de l'Iran et du chiisme, il convient, me semble-t-il,
d'expliquer en quoi ce sujet entre néanmoins de plein pied dans les préoccupations qui sont les miennes. C'est-à-dire que je prends au sérieux, quand j'aborde cette question des tensions entre sunnisme et chiisme, je prends au sérieux l'entrelac, l'interaction, l'interrelation permanente, systématique, entre la spiritualité, la religion, la foi et l'engagement politique. J'appartiens aux politistes qui considèrent très au sérieux, qui prennent très au sérieux, pardon, le religieux comme effet possible, non seulement sur le monde social, mais dans le monde social. C'est-à-dire que je postule, mais cela est discuté et discutable parmi la communauté des chercheurs en sciences politiques, réfléchissant aux faits islamiques, c'est en quoi le religieux peut produire des effets en tant que tel sur la réalité sociale. Donc il peut y avoir une autonomie du religieux. Bien sûr qu'il y a une interaction permanente avec le politique peut justifier des recours religieux, mais par moment, vous vous rendez compte que quel que soit le contexte politique dans lequel vous vous trouvez, le religieux peut néanmoins avoir une force propre, une force autonome, et je ne résiste pas au plaisir de vous citer cet excellent philosophe polonais qui a enseigné à Oxford et qui s'appelle Leszek Kolakowski, qui a écrit un ouvrage intitulé Philosophie de la religion, qui est apparu en langue française en 1985. Un grand nom de la philosophie qui est peu connu, mais je vous invite vraiment à lire ce livre, parce que c'est un livre qui rend bien compte de l'autonomie du religieux et de cette puissance autonome qui a permis précisément à la religion, à travers les âges, à travers les siècles, de persister, quel que soit le contexte politique considéré. Donc cela rend bien compte de l'autonomie de la religion, et c'est ce qu'on va essayer de voir justement à travers ces tensions entre sunnites et chiites. De ce fait, j'estime que les textes normatifs de l'islam, que ce soit l'islam sunnite ou l'islam chiite, peuvent être des bases cognitives de connaissance, de représentation du monde, qui vont ensuite influer considérablement dans le type de rapport que l'on pourra avoir soit vis-à-vis du sunnite, soit vis-à-vis du chiisme. On ne peut donc dénier, et c'est l'hypothèse que j'aimerais discuter avec vous, on ne peut dénier la sensibilité religieuse qui est présente dans les conflits entre sunnites et chiites dans l'histoire. Je rappelle, je l'ai dit, les chiites c'est à peu près 10 à 15%, et il est vrai que dans la plupart du temps, les chiites ont été souvent opprimés par des majorités sunnites. Et de la même façon que là où le chiisme est majoritaire, institutionnalisé, il provoque des formes de discrimination ou de répression à l'égard de formes minoritaires comme en Iran, où il y a des sunnites, mais qui font l'objet d'un contrôle tout à fait particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. L'hypothèse, quand je vous dis cela, par rapport aux majorités démographiques et aux tensions qui peuvent exister sur une base religieuse, cela doit nous permettre de prendre en compte le fait que le religieux institutionnalisé, toute forme de religion qui revêt une dimension politique ou institutionnelle ou institutionnalisée, provoque forcément de la conflictualité, de la violence. Et cela s'applique à n'importe quel pays, n'importe quelle circonstance. C'est valable bien sûr dans les pays majoritairement musulmans où l'islam est proclamé religion d'État ou religion du pays. Et on ne me fera pas croire qu'une religion institutionnalisée ne provoquera pas de la discrimination vis-à-vis des minorités, et c'est une réalité. Et si vous voulez des exemples, les exemples sont légion, et je pourrais vous les donner. De la même manière que dans des pays qui peuvent être démocratiques, où vous avez par exemple une patrimonialisation de l'État, c'est le cas de l'État d'Israël, où il y a une forte montée en puissance d'acteurs politiques qui se réfèrent aux religieux, vous avez des formes de discrimination qui se produisent sur le terrain. Donc, vous voyez, ce n'est pas une spécificité de l'islam. Ce n'est même pas une spécificité des pays majoritairement musulmans. Sortons-nous de l'idée d'une exceptionnalité islamique ou d'une exceptionnalité arabe. Et on gagnera en précision quand on sera sorti définitivement de cette idée qu'il y aurait une particularité de l'islam, notamment s'agissant de la confusion du politique et du religieux. On peut dire effectivement que conjoncturellement, l'islam a une dimension beaucoup plus politique que d'autres religions au moment où nous parlons, mais dans des moments précis de l'histoire, il y avait une forte ascendance du christianisme qui a pu influencer de façon décisive certains acteurs qui liront les textes religieux en estimant qu'il y a une forme politique du religieux. Je donne souvent cet exemple puisque je viens de cette ville, la ville de Chambéry. Je pense aux lettres pastorales de Monseigneur Castellan, 19e siècle. Quand vous parcourez ces lettres pastorales, le fameux « rendez à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu », je puis vous assurer que Monseigneur Castellan ne l'entend pas comme un principe de séparation du politique et du religieux, mais comme un principe de confusion des deux ordres
estimant dans ses lettres pastorales que César lui-même doit rendre grâce à Dieu et donc obéir au plus près aux lois de Dieu. Donc vous voyez, cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, j'ai pris volontairement l'exemple chambérien, c'est une ville à laquelle je suis attaché, est un exemple parmi d'autres qui doit nous permettre de sortir collectivement de cette idée qu'il y aurait une exceptionnalité islamique. Alors, doctrinalement, il est vrai, et c'est incontestable, c'est un fait objectif, que chiites et sunnites peuvent largement diverger. En revanche, politiquement, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce à quoi je voudrais vous rendre sensible, c'est que politiquement, les visions du monde ne sont pas nécessairement diamétralement opposées. C'est-à-dire que quand vous prenez le cas de chiites politisés, pas de chiites qui sont versés dans la spiritualité ordinaire, ou les sunnites versés dans la spiritualité et qui se désintéressent du politique. Quand vous prenez les chiites politisés, dits islamistes, comme le Hezbollah au Liban par exemple, ou des mouvements islamistes, en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, vous vous rendrez compte qu'en réalité, il y a beaucoup plus de convergence que l'on croit. Je vous donne un exemple concret. Chez les chiites libanais politisés comme le Hezbollah ou, par exemple, les islamistes sunnites du Hamas en Palestine, vous avez l'idée que l'âge d'or consisterait en l'établissement, par exemple, d'un État islamique qui respecterait scrupuleusement l'observance de la loi de Dieu. Voilà un point de vue commun entre chiites et sunnites du point de vue politique. Donc il y a effectivement des divergences du point de vue dogmatique, ce que l'on va essayer également de voir, mais du point de vue politique, il y a une projection politique qui est à peu près similaire. Bon, bien sûr, dans le chiisme, c'est l'idée des imams, etc. Et dans le sunnisme, il n'y a pas cette idée, mais la perspective est la même. Une espèce de construction d'un État islamique qui est largement fantasmé, puisque, comme vous le savez ici, l'expression Dawla Islamia, État islamique, est une expression tout à fait étrangère de l'islam des origines. Cela me permet aussi de faire cette précision. On n'a pas de théorisation du califat quand le prophète de l'islam apporte l'islam, entre 610 et 632, première réalité. Deuxième réalité, vous pourrez chercher tant que vous voudrez, vous ne trouverez jamais l'expression État islamique dans les premiers textes de l'islam. Cette expression d'ailleurs absente du texte coranique. Donc les chiites politisés, les sunnites politisés vont chercher en dehors des textes religieux la réalité du postulat d'un État islamique à construire, ce qui est tout à fait intéressant. Donc il y a effectivement une vision politique qui peut être la même. De la même manière, deuxième point important, que stratégiquement, cette fois-ci beaucoup plus du côté des États, donc dans une approche macro-sociologique, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler des alliances, des contre-alliances, des désengagements et des rivalités entre les grands pays. À l'instar, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, puisqu'il existe des rapports interétatiques, parfois, même s'il peut y avoir des tensions. Je vous donne un exemple concret pour illustrer le caractère froid des relations internationales. Un internationaliste qui s'appelle Guillaume Devin est l'auteur d'une expression que je trouve judicieuse. Il dit il y a le politiquement possible et le moralement souhaitable. Le politiquement possible et le moralement souhaitable. Vous avez des pays arabes qui officiellement n'ont aucune relation avec l'État d'Israël, pour ménager les susceptibilités notamment des populations, parce qu'Israël est vécu et pensé comme une anomalie au Moyen-Orient par un certain nombre d'acteurs musulmans, acteurs socio-musulmans et les islamistes en particulier. Mais concrètement, quand vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte que, par exemple, entre le Maroc et Israël, il y a des relations économiques très intéressantes, très poussées, alors qu'officiellement, il n'y a pas d'ambassade d'Israël au Maroc. Et j'en sais quelque chose, puisque j'ai travaillé de manière très systématique sur le Maroc. Je sais qu'économiquement, il existe des rapports, moyennant des détournements d'origine, de provenance de la marchandise, mais en fait, il y a des rapports. Donc, ce que provoquent les relations internationales, c'est aussi une forme, je ne dirais pas de duplicité, parce que ce n'est pas un terme très judicieux du point de vue des relations internationales, mais une espèce de pragmatisme. De la même manière que vous aurez un pragmatisme, je ne sors pas du sujet, hein, c'est simplement des illustrations qui illustrent mon propos, un pragmatisme du côté des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique soutiennent Israël, c'est vrai, y compris dans la politique d'expansion territoriale, mais en même temps, il y a depuis le 14 février 1945 un lien dans le cadre du pacte de Poitiers avec l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, comme vous le savez, est un pays extrêmement démocratique, hein, très ouvert sur le monde. C'est en train de changer, c'est un peu ironique, mais pourtant, les États-Unis sont une grande puissance libérale et démocratique. Ça n'empêche pas, du point de vue pragmatique des relations internationales, d'avoir des relations extrêmement poussées avec Riyad. Donc vous voyez, ce qu'on voit à l'échelle macro-sociologique, ce n'est pas forcément ce qu'on voit
à l'échelle plus micro-sociologique. Alors la scène diplomatique, ou l'arène diplomatique, a des logiques spécifiques, propres, qui ne sont pas celles du champ religieux. C'est pour ça qu'on essaie de tenir les deux bouts de la chaîne explicative. Ce que j'essaie de faire quand j'analyse cette question sunnite-chiite, c'est d'essayer justement de voir sur quelle scène ces tensions jouent. Et on le voit dans l'arène diplomatique, et c'est un enseignement de la sociologie. Chaque champ obéit à ses logiques propres. Le champ religieux a ses logiques, que le champ politique a des logiques propres qui parfois vont contre les logiques du champ religieux. Un excellent exemple, mais je reviendrai pour une conférence à ce sujet, l'exemple de l'Arabie Saoudite, où parfois les oulémas saoudiens sont obligés de s'aligner sur des positions politiques que s'il leur avait été donné la possibilité de les contrarier, les contrarieraient les oulémas saoudiens. Mais ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter les logiques politiques. Voilà quelques exemples, et l'actualité doit nous permettre justement d'entrer plus précisément encore sur, plus précisément, plus finement sur cette question. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, parce que je risque de faire un... Alors la logique, c'est 1 heure de conférence et après 1 heure de débat. D'accord, donc j'ai jusqu'à... Après, vous pouvez déborder aussi. Vous me rassurez, je suis très scrupuleux par rapport au temps, donc je vais vraiment tenir le temps qui m'est accordé. Ainsi, du point de vue qui est le mien, c'est de considérer, comme je l'ai dit, les éléments de sociologie politique classique, mais également essayer de tenir une analyse qui s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler l'islamologie appliquée. Et ce n'est pas courant en sciences politiques. C'est-à-dire qu'en sciences politiques, et cela m'amène parfois à des débats critiques avec des collègues sur ces questions-là, c'est de dire tout ce qui est de l'ordre des tensions entre sunnites et chiites sont réductibles finalement aux politiques. Vous avez une tendance comme ça très forte dans la science politique française, je pense notamment à Olivier Roy, qui est très intéressant par ailleurs, ou à François Burgat. Keppel, lui, essaye plus d'analyser les deux, c'est-à-dire le politique et le religieux, mais le religieux, souvent, il y a un malaise de la science politique française, j'ai pu l'observer notamment après les attentats de 2015, un malaise à traiter de cette question. Comment intégrer le paramètre religieux, notamment de l'islam, dans l'analyse des phénomènes sociopolitiques, aussi bien sur le cas sunnite, je l'applique, que sur d'autres scènes. Donc, on pourrait dire, de manière plus rigoureuse, quels sont véritablement les islams qui sont en tension, ou en conflit d'ailleurs. Parce qu'on parle de tension entre islam sunnite et islam chiite, mais on ne sait pas de quel islam parlons-nous, et de quels acteurs parlons-nous, et qui entrent véritablement dans disons, dans ce rapport de force qui peut exister. Je vais donner quelques exemples maintenant pour essayer de vous faire entrer encore plus précisément dans le sens de mon propos. C'est que quand j'ai dit que du point de vue politique, il y avait une alliance possible entre chiites politisés et sunnites politisés, un exemple, Ali Khamenei, qui est quand même une figure importante, une grande figure, une figure religieuse centrale en Iran, et le traducteur en perse, voilà un exemple intéressant, du doctrinaire de l'islamisme des frères musulmans, Saïd Qutb. Saïd Qutb, je rappelle, il est né en 1906, il est mort en 1966, il a été pendu par Nasser. Saïd Qutb, c'est comme ça que le présentent généralement Olivier Carré et d'autres chercheurs qui ont travaillé sur la question de l'islamisme, comme la frange radicalisée des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna en Égypte en 1928. Donc vous voyez, un acteur iranien, chiite, qui traduit, quand vous traduisez, c'est que la pensée vous intéresse, qui traduit de l'arabe au perse, et Khamenei maîtrise la langue arabe d'ailleurs aussi, de l'arabe au perse, le manuel de Saïd Qutb intitulé « Jalons sur la route », Ma'alim fi Tariq, qui est un ouvrage central, qui est un ouvrage qui appelle justement à faire la distinction entre l'époque de l'ignorance, la Jahiliya, qui serait cette époque où ce stade où les personnes, les individus, les pays n'auraient pas accédé aux lumières de l'islam, et en face, ou face à cet espace de pénombre, l'espace de l'islam, qui serait lui pénétré par la lumière divine et qui devrait orienter l'humanité. D'ailleurs, c'est l'un des points de doctrine des frères musulmans d'Égypte, servir de guide à l'humanité. C'est dit très clairement, très précisément, dans les ouvrages de Hassan Banna. Donc cette pensée des frères musulmans a été largement diffusée dans le chiisme iranien, politisé.
Un deuxième exemple qui est tout à fait intéressant, que j'ai découvert au moment d'effectuer une recherche sur cette question, que j'aborde par ailleurs à Sciences Po Lyon, c'est que l'Ayatollah Khomeini, le père, la figure centrale de la révolution de 1979 en Iran, est allé rendre visite à Hassan al-Banna dans le QG des frères musulmans en Égypte. Ce qui est quand même intéressant. Donc il y avait un lien fort entre ces chiites politisés et la pensée de Hassan al-Banna, qui est la pensée fondatrice de l'islamisme. Parce que l'islamisme est un produit de la modernité. L'islamisme, c'est la première moitié du XXe siècle. Ce qu'a fait Hassan al-Banna en Égypte, en diffusant la pensée islamiste, d'ailleurs dans le monde arabe majoritairement musulman, ou dans les espaces à majorité musulmane, ou même en Europe, puisque mes enquêtes de terrain m'ont amené à considérer le fait que certains acteurs musulmans s'inspiraient très largement de Hassan al-Banna, c'est quand même cette reconnaissance de la paternité de la politisation de l'islam sous une forme islamiste que reconnaît Khamenei et d'autres figures, notamment Khomeini, quand il est allé rendre visite aux frères musulmans. Donc on aurait tort, à mon avis, par conséquent, d'opposer sans nuance aucune les démarches politiques chiites et sunnites qui convergent à contrario sur plus d'un point. Alors, que se passe-t-il concrètement depuis quelques années au Moyen-Orient? Une question qui, maintenant, va retenir notre attention. Et plus encore depuis 2011, qui semble marquer incontestablement une reviviscence d'une conflictualité aiguë, c'est comme ça que je la définis, entre des sunnites et des chiites, entre sunnites et chiites, entre pays à majorité chiite ou minorités chiites bien implantées dans certains pays, comme par exemple le Liban ou des pays à majorité sunnite. Donc je dis des sunnites et des chiites, pour justement relativiser et ne pas essentialiser. Ne mettons jamais dans le même sac tous les sunnites et tous les chiites. C'est encore une fois une banalité, c'est un truisme. Mais c'est un truisme qu'il est utile de rappeler. Alors qu'est-ce qui se passe depuis 2011? Pourquoi cette date de 2011? C'est précisément le conflit syrien qui a vu s'accroître cette défiance, cette conflictualité grande entre des catégories de chiites et des catégories de sunnites. Et on va comprendre pourquoi avec l'irruption justement de la révolution au départ pacifique en Syrie et qui s'est transformée assez rapidement en guerre civile opposant le régime de Bachar al-Assad et ses alliés, notamment iraniens et chiites libanais via le Hezbollah. Alors cette question, une question que je viens de poser sur que se passe-t-il concrètement depuis 2011, peuvent entraîner de mauvaises réponses ou des réponses partiales. Alors, ces réponses partiales, nous refusons de les adopter nous-mêmes et précisément, en les refusant, nous sommes amenés à penser dialectiquement le global et le local. Ce basculement systématique entre le global et le local, le religieux et le profane, par des analyses qui se fondent sur des cas précis. Raison pour laquelle j'ai commencé à vous énumérer depuis quelques minutes des exemples précis. La chercheuse, notre collègue Laurence Louer, qui a consacré fin 2017 un ouvrage que je vous recommande intitulé Sunnites et chiites, histoire politique du discorde, revient sur un certain nombre de points. C'est un ouvrage qui est apparu en 2017, fin 2017. Je rappelle le nom de la chercheuse en question, Laurence Louer, de Sciences Po Paris. Alors, je partirai de la thèse principale qu'elle défend dans cet ouvrage pour penser à mon tour la question des relations conflictuelles ou non entre sunnites et chiites. Et pour la politiste en question, le point de départ du clivage entre sunnites et chiites, qui serait, selon elle, éminemment politique, daterait de l'année 1501, donc au XVIe siècle. Elle remonte à très loin. Vous avez compris que, d'ores et déjà, sur ce point-là, j'ai eu quelques réticences, justement convoquant Marc Bloch tout à l'heure, sur la recherche éperdue des origines d'un conflit. Elle le situe en 1501, après tout, ça peut se justifier. Elle le justifie par le recours à cette date, cette année-là, 1501, par le fait même que le chiisme va revêtir à ce moment-là, dit-elle, un toit politique ou institutionnel, devenant la religion d'État des Safavides, une dynastie iranienne. Donc c'est un territoire qui correspondrait plus ou moins fidèlement à l'Iran actuel. Et la construction étatique et impériale se serait effectuée, toujours selon Laurence Louer, en miroir de celle des Ottomans, qui sont puissants à ce moment-là, au XVIe siècle. Les Ottomans qui ont pris le relais d'un califat qui disparaîtra en 1924, mais qui est quand même un califat.
Donc il y a une construction étatique et impériale qui serait effectuée en Iran en miroir de celle des Ottomans. Et les Safavides, auraient voulu faire face aux sunnites qui, eux, auraient eu déjà, ce faisant, un poids politique ou institutionnel, notamment à travers le cas des Ottomans. Et pour la première fois de l'histoire, souligne une fois de plus Laurence Louwer, identité religieuse et identité étatique étaient incarnées par des puissances aux prétentions impériales. On l'a dit, l'Empire ottoman d'un côté et l'Empire safavide de l'autre. Lesquels empires se seraient d'ailleurs affrontés au sud, à un moment donné de l'histoire, au sud de l'Irak actuel. La chercheuse relève en outre la convergence entre État et religion chiite qui se serait produite justement au XVIe siècle. C'est à ce moment-là qu'elle situe cette confusion entre le politique et le religieux en territoire iranien. Et cette ressource politique du religieux, du schisme en l'occurrence, aurait été également activée par la dynastie Pahlavi. Donc on voit bien que cette ressource symbolique, quelle que soit la dynastie considérée, est bien restée un instrument aussi de contrainte politique, sociopolitique. Dès lors, et j'en reviens à cette hypothèse première que j'ai essayé de vous énoncer, dès lors qu'une religion devient une religion d'État, elle peut constituer une solide ressource symbolique de contrainte sociale et de domination politique. Et je vous renvoie, pour ce faire, aux travaux de Max Weber, vraiment un classique de la sociologie politique, en quoi le religieux peut être un instrument de contrainte et de contrôle social, et ça a été le cas à partir, nous dit-elle, du XVIe siècle. L'interaction entre politique et chiisme est aussi durable qu'incontestable. Donc on ne peut pas passer outre la réalité d'une interaction permanente entre le politique et le religieux à partir de ce moment-là, c'est-à-dire il y a très longtemps, de nombreux siècles. J'insisterai pour ma part, parce qu'il faut bien se singulariser, hein, je ne vais pas dire en moins bien ce que Laurence Louwer dit très bien, donc je vais me singulariser, et c'est le propre du travail de recherche, en essayant de creuser d'autres pistes que peut-être elle, sur lesquelles il ne s'est pas forcément arrêté, mais à raison de l'endroit où elle se place pour analyser les tensions entre chiites et sunnites. Un point mérite notre attention, me semble-t-il, car il est l'un des exemples auxquels on peut immédiatement songer lorsqu'il est question des rapports entre sunnisme et chiisme. Et l'année 2003, qui nous ramène à l'époque contemporaine, on a parlé de 2011, date sur laquelle on reviendra, et 2003 est également une date importante, parce qu'il va y avoir des conséquences considérables à l'invasion anglo-américaine de 2003. Vous voyez, ça c'est une parenthèse que je fais, je ne sors pas complètement du sujet qui nous réunit ce soir, mais l'intervention anglo-américaine, après des preuves décisives de Colin Powell, souvenez-vous de ces fioles, elles étaient vraiment décisives, ces preuves. Cette intervention produit des effets non désirables. Ce que nous dit le sociologue Raymond Boudot sur un autre terrain, il parle des effets non intentionnels d'un acte, ou les effets pervers d'un acte, comme nous dirait Max Weber. C'est-à-dire que les politiques américains à ce moment-là décident d'envahir l'Irak. Premier dysfonctionnement, souvenez-vous, quand on remonte la bobine, le 11 septembre 2001, 15 des 19 commanditaires des attentats étaient saoudiens, ils n'étaient pas irakiens ou afghans. Là, l'administration américaine a choisi d'envahir l'Afghanistan et l'Irak et préserver le pacte de Poincy du 14 février 1945. Et souvent, on ne mesure pas les effets pervers d'une action. Je ne dis pas que c'était l'intention ultime de Bush de semer le chaos en Irak. Le sociologue n'accède pas aux intentions des acteurs, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis simplement que les conséquences non désirables, c'est que vous avez la création de Daesh, qui n'est pas une création américaine, évidemment, mais qui est une conséquence indirecte de l'invasion américaine. Situez bien la genèse de l'État islamique. L'antécédent de l'État islamique de Daesh, c'est 2005. Donc 2 ans après que l'Irak a été envahi. Ça, c'est une parenthèse, mais qui est importante, sur la co-responsabilité de la production de la violence au Moyen-Orient. Parce que ces tensions entre sunnites et chiites, elles sont le fait de sunnites et de chiites, mais elles sont aussi parfois la conséquence indirecte d'apprentis sorciers qui interagissent avec des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Donc c'est ça le but de cet exemple. Donc l'invasion anglo-américaine de l'Irak de Saddam Hussein et la revanche des chiites qui étaient marginalisés par Saddam Hussein depuis 1979.
Donc les chiites prennent leur revanche. Les chiites majoritaires en Irak ont été sous le joug d'un dictateur, parce que c'est un dictateur, il n'y a aucun problème là-dessus, ou un chef d'État autoritaire que Saddam Hussein, qui vont prendre leur revanche au moment même de l'invasion américaine. Et d'ailleurs, ce qui est problématique, c'est que les élections, les premières élections aux nominations de gouvernement qui ont été réalisées, ils ont été réalisées sous occupation américaine. Bonjour la transparence des élections. Parce que quand vous faites des élections sous occupation, vous ne pouvez pas espérer des résultats tout à fait transparents. Je pense que vous en conviendrez. Donc il y a eu cette revanche des chiites qui ont été marginalisés. Donc vous voyez, il y a un retour violent de l'histoire, le retour du bâton. Donc cette revanche chiite, elle est liée à une histoire douloureuse, et je vais vous donner des exemples, quant au rapport entre l'État irakien sous domination baathiste, donc le socialisme plutôt séculariste de Saddam Hussein, vis-à-vis des chiites qui étaient pourtant majoritaires. Un exemple, c'est que les sunnites qui ont été minoritaires, qui sont minoritaires au plan démographique en Irak, ont été très largement dominateurs et hégémoniques du point de vue politique. Et cela laisse forcément des traces sur les populations. Vous voyez, on peut expliquer la genèse de cette violence, ce redoublement de la violence entre sunnites et chiites, par exemple dans le cas irakien, par ce retour du bâton, ou ce retour du boomerang. Et évidemment, nous ne ferons pas l'erreur que, à mon avis, Manuel Valls a commise en disant expliquer, c'est justifier. Non. Expliquer, c'est permettre de mettre des mots rationnels sur la réalité d'une violence qui ne naît pas ex nihilo. Voilà le but d'une explication sociologie politique, c'est à laquelle je m'adonne devant vous. C'est-à-dire chercher une explication rationnelle qui n'est pas une justification, parce que rien du point de vue des principes ne peut justifier la violence, mais une explication d'un retour du bâton et donc de tensions accrues entre sunnites et chiites en Irak. Un exemple à cela, Saddam Hussein a commandité l'assassinat en avril 1980, c'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres, dans des conditions épouvantables, puisqu'ils ont été traînés dans la rue en Irak, le corps du grand ayatollah Mohammed Baqr al-Sadr, qui avait rendu licite, d'ailleurs, quelques temps auparavant, le recours à la violence contre le régime baathiste, qui exerçait justement ces discriminations vis-à-vis de la population chiite, pourtant majoritaire. Donc il y a eu cet assassinat, donc retenez cette date, avril 80, assassinat de cette grande figure religieuse chiite irakienne, et quelques années après, soit le 30 janvier 2006, le jour même de la fête de Eid al-Adha, ce qu'on appelle la fête du sacrifice chez les musulmans. C'est une fête importante dans l'imaginaire musulman sunnite observant. Le 30 janvier 2006, à l'aube, le jour de l'Aïd, Saddam Hussein a été exécuté, pendu. Vous vous souvenez probablement de ces images de l'époque. Et dans l'assistance se trouvaient des chiites qui disaient « Vive l'imam Mohammed Baqir al-Sadr », celui-là même qui avait été assassiné en 1980, et Moqtada Moqtada, du nom du neveu de celui qui avait été assassiné en avril 80, du Jaish al-Mahdi. Vous savez, l'armée du Mahdi, Moqtada Sadr, qui a été une figure importante, notamment une opposition à Saddam Hussein, et qui est virulemment anti-américain. Moqtada Sadr, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une figure importante de la lutte contre le régime baathiste, mais aussi dans une position anti-américaine. Moqtada Sadr, c'est celui qui a le chèche, on pourrait dire noir, qui a un visage assez sévère, et qui est un Irakien, et qui était donc contre Saddam Hussein, mais contre la présence américaine. D'ailleurs, ça je mets cela entre parenthèses, Moqtada Sadr, pourtant chiite, est contre l'ingérence iranienne en Irak. Donc, autre exemple qui vient nuancer le fait que des chiites s'aligneraient systématiquement sur les positions iraniennes. La preuve, c'est Moqtada Sadr, je saisis l'opportunité pour vous le dire d'ores et déjà, Moqtada Sadr contre Saddam Hussein, contre la présence américaine et contre les ingérences aujourd'hui avérées de l'Iran en Irak. Vous voyez que le chiisme ne produit pas forcément un alignement systématique sur la puissance iranienne. Et ça, c'est un autre exemple qui mérite qu'on s'y arrête. Et Saddam Hussein, au moment où il est allé à la potence pour être exécuté, je passe sur des formules rituelles qu'il a prononcées et qu'on ne lui a pas laissé terminer d'ailleurs, c'est aussi symboliquement fort. C'est-à-dire qu'au moment même où il prononçait l'attestation de foi, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète, dans le cadre d'un musulman sunnite observant, ceux qui l'ont exécuté l'ont exécuté avant qu'il ait pu terminer la profession de foi. Et je puis vous assurer
vous pouvez me faire confiance, que cet acte-là est un acte prémédité et qui comporte une violence symbolique. C'est-à-dire, toi, Saddam Hussein, qui nous a réservé ce sort pendant tant d'années, on ne te donnera même pas l'occasion de terminer comme tu le souhaites l'attestation de foi qui est censée te conduire au paradis. Ça, les politistes ne soulignent pas cet aspect-là. Mais je peux vous dire que y a une branche de la science politique qui s'intéresse aux émotions, ça joue énormément, y compris dans l'imaginaire sunnite irakien. C'est insultant pour les sunnites qui se sentent à leur tour maintenant victimes de l'oppression du gouvernement irakien qui s'imposera à partir de 2006. Et Saddam Hussein a dit la chose suivante: mort à l'Amérique, mort à Israël, longue vie à la Palestine, mort au mage perse. Parce qu'il y a le clivage chiito-sunnite, il y a aussi un clivage arabe-perse. Parce que les Iraniens sont soucieux, jaloux de leur spécificité, si je puis dire, culturelle, ethnique, etc. Donc, je ne voudrais pas qu'on passe sous silence, parce que, vous voyez, c'est une armoire, pas une armoire, plutôt une commode, à plusieurs tiroirs. C'est-à-dire qu'il y a du religieux, il y a de l'ethnique, il y a aussi des rivalités de ce type entre Perses, ce qui complexifie le regard et ce qui nous amène à éviter justement la simplification que j'ai stigmatisée au cours de mon introduction. Donc, je dirais, comme hypothèse, et j'ai commencé à donner quelques exemples, que c'est moins une détestation a priori insurmontable entre chiites et sunnites qui est en cause dans les conflits actuels au Moyen-Orient, que l'entretien et l'approfondissement de défiance réciproque. En fait, mon hypothèse, elle est très simple. Je pourrais presque m'arrêter là-dessus. Et vous aurez tout à fait saisi la manière dont j'envisage ce conflit. C'est qu'en réalité, vous avez une défiance à la base, qui est d'ordre théologique. Elle est réelle. Du point de vue religieux, les chiites et les sunnites ne sont pas d'accord sur la manière de se représenter les dogmes. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le chiisme duodécimain, il y a 12 imams, et le dernier imam qui est occulté devrait revenir à la fin des temps. Ce n'est pas du tout la perspective eschatologique caressée par les sunnites. Donc on ne peut pas nier cette différence dogmatique. Elle existe. Mais je dirais qu'il y a des situations politiques qui rendent beaucoup plus sensible ce type de clivage et qui vont les accentuer. En d'autres termes, l'hypothèse est la suivante: plus vous allez avoir une friabilité politique, des tensions politiques, nationales, régionales ou internationales, et plus le clivage d'ordre religieux va redoubler. Et donc je vais volontairement filer la métaphore, géologique cette fois-ci, parce qu'il m'arrive de filer des métaphores d'un autre type, c'est que vous avez affaire finalement à des sédimentations. C'est-à-dire qu'il y a un sol qui est potentiellement fertile, et c'est la pluie qui va couler sur ce sol qui va générer cette fertilité de la conflictualité. Donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Dans quel contexte évoluons-nous? Contexte de tension régionale, notamment crise syrienne en 2011, mais aussi cette potentialité de conflictualité d'ordre doctrinal qui va redoubler au moment de la crise. L'exemple syrien est un excellent exemple, c'est par celui-là que j'ai commencé, et c'est par celui-là que je terminerai, parce que je ne voudrais pas aussi monopoliser trop la parole pour vous donner l'occasion de réagir. Le conflit syrien est intéressant, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a du politique et du religieux. Un exemple qui est d'ordre politique, le Hezbollah, quand il s'engage en 2013 essentiellement, après la bataille de Procès, c'est à peu près juin 2013, le Hezbollah ne s'engage pas immédiatement dans le conflit syrien, parce qu'au départ, le Hezbollah a cherché à convaincre Assad et les partis en conflit d'opérer des réformes, une ouverture politique suffisamment importante qu'elle puisse stabiliser de nouveau le pays. En fait, il en a rien été, et les acteurs chiites libanais estiment que le mausolée de Zainab, qui est une figure importante dans la pensée chiite, religieuse chiite, le fait qu'il ait été agressé, qu'il ait été profané, ce mausolée, qu'il ait été profané par ces activistes, ces plutôt sunnites, ça aurait été l'une des causes déterminantes de l'engagement du Hezbollah libanais aux côtés du régime de Bachar al-Assad. Et cela peut se tenir à certains égards. Mais tenons bien compte aussi du fait que l'alaouisme, parce que Bachar al-Assad appartient à cette minorité alaouite, l'alaouisme n'est pas forcément du chiisme. C'est une branche qu'on lie parfois au chiisme, mais ce n'est pas une orthodoxie du point de vue chiite libanais ou iranien. Donc si on était simplement sur des questions d'ordre religieux,
le chiisme libanais tel qu'il est proclamé, embrassé par le chiisme libanais, n'est pas du tout conforme. Donc il y a une forme d'hétérodoxie de l'alaouisme de Bachar al-Assad par rapport à l'orthodoxie chiite iranienne ou du Hezbollah libanais. Donc on peut se dire, effectivement, ce n'est pas forcément le religieux qui les convainc, même s'il y a la question du mausolée. Il y a une troisième question qui est une question importante, et cela nous permet de remettre du politique, c'est la question stratégique. Le Hezbollah libanais considère que le soutien à Bachar al-Assad est une garantie contre d'éventuelles agressions dans le futur d'Israël, et considère la Syrie, le régime, comme un garant de ce lien fort, de cette solidarité contre les velléités expansionnistes de l'État d'Israël. Donc c'est une question d'ordre stratégique. Et, parce que c'est un politique fin, Nasrallah, qui a été rebaptisé d'ailleurs par des clercs sunnites comme Nasr al-Shaytan. Nasrallah en français, c'est le secours de Dieu ou la victoire de Dieu. Nasr al-Shaytan, c'est la victoire de Satan. Donc c'est Qaradawi, chef de file des sunnites, qui a rebaptisé Nasrallah, Nasr al-Shaytan. Et le Hezbollah, Hizb al-Shaytan. Hezbollah, parti de Dieu, rebaptisé par des sunnites comme Hizb al-Shaytan, parti de Satan. Bon, je ferme la parenthèse, c'est une dimension religieuse. Nasrallah, dans le discours public, vous prenez n'importe quel discours, il ne va pas parler des sunnites. Il va parler des takfiris. C'est quoi un takfiri en arabe? Si on traduit, c'est celui qui est excommunié. Donc, Nasrallah prétend que ceux qui mènent les troubles en Syrie, ceux qui s'opposent à Bachar al-Assad, sont animés par un esprit takfiriste. C'est-à-dire que le but de ces acteurs, c'est moins l'avènement de la démocratie comme alternative à Bachar al-Assad, qu'une volonté d'imposer le sunnisme et d'excommunier ceux qui n'entretiendraient pas les mêmes rapports à l'islam. Donc ils visent bien sûr le salafisme, le wahhabisme tel qu'il est promu par l'Arabie Saoudite, l'islamisme version frères musulmans tel qu'il est promu par le Qatar, etc. Et Nasrallah, pour ne pas s'aliéner le soutien des sunnites, ne parle jamais des sunnites, ne stigmatise jamais ad hominem des figures du sunnisme, mais parlera des tekfiris. Et c'est une stratégie rhétorique redoutable, parce que cela lui permet de ne pas s'aliéner les sunnites, qui peuvent soutenir à des moments donnés de l'histoire le Hezbollah. Je vous donne un dernier exemple. 2006, conflit entre le Hezbollah libanais et Israël, pendant 33 jours, ce conflit qui a duré 33 jours en 2006, j'ai eu la curiosité, parce que je suis curieux, d'aller voir la position des grandes figures religieuses sunnites à l'époque. Je puis vous assurer que les grandes figures religieuses sunnites de l'époque ont applaudi dès demain Nasrallah, considérant que Nasrallah avait été capable de défier Israël, ce que n'avaient jamais pu faire efficacement les sunnites. Un autre exemple du contexte politique qui peut justifier des rapprochements entre sunnites et chiites. Et c'est un bon exemple. Le même qui félicitait Nasrallah, Youssef al-Qaradawi, président de l'Union internationale des savants musulmans, par ailleurs à la tête du Conseil européen de la fatwa et de la recherche basé à Dublin, celui-là même qui félicitait Nasrallah en 2006, et celui qui l'a rebaptisé, puisque c'est lui dont il s'agit, Nasr al-Shaytan, dans le contexte du conflit syrien. Donc vous voyez, ce n'est pas congénital la défiance qui peut exister entre les sunnites et les chiites, elle est aussi guidée par des mobiles politiques. Donc vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, je pourrais en multiplier, mais comme je suis soucieux du temps et surtout de votre parole, je vais m'arrêter là, peut-être sur un dernier exemple, qui est d'ordre religieux sur la symbolique. Vous ne trouverez jamais de chiites observants qui sont convaincus par leur chiisme, appeler leurs enfants Abu Bakr ou Omar. Je rappelle que Abu Bakr est le premier calife qui, selon les chiites, aurait subtilisé le califat qui devait revenir à Ali. Donc Abu Bakr, qui a régné sur le premier noyau islamique entre 632 et 634, Omar, grande figure pour les sunnites, défini comme calife bien guidé par les sunnites, qui a régné entre 634 et 644, vous ne trouverez jamais aucun chiite convaincu appeler ses enfants Abu Bakr ou Omar. Également Yazid, hein, l'Omeyyade Yazid, vous ne trouverez pas de chiites qui appellent leurs enfants Yazid, parce que ça rappelle le fait que Ali aurait été discriminé dans la légitimité qu'il avait à succéder à la mort du prophète de l'islam en 632. Donc en conclusion, je dirais, oui, il y a des tensions entre des formes de sunnisme et de chiisme, oui, il y a une dimension religieuse, oui, il y a également une dimension politique, mais cela dépend étroitement
de la focale qui est la nôtre et de l'attention qu'on portera sur un point plutôt que sur un autre. Merci de votre attention. Si vous désirez poser des questions, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge qui se trouve sur la droite de votre écran. Au gauche ou à droite, voilà. S'il vous plaît. Oui. J'ai pas de micro. Je n'ai pas de micro, mais je pense que je vais pouvoir parler. Non, on n'entend pas. On n'entend rien. Désolé. Non mais je reprendrai votre question, je reprendrai la question de monsieur. Je vais essayer de parler fort. Dans l'explication multifactorielle de ce conflit, de cette tension, quelle est la part de l'aspect économique, et je pense évidemment au pétrole qui règne partout dans le monde. Est-ce que ça a pu jouer ou pas? Parce que évidemment, dans tout conflit, l'aspect économique ne peut jamais être ignoré. Oui, c'est vrai. Bon, il y a le facteur économique que moi je n'aborde pas forcément dans l'une des raisons ou l'un des moteurs possibles au conflit, aux rivalités. On pourrait même parler de rivalité entre sunnites et chiites du point de vue international. Moi je parlerais, alors pour revenir à votre question, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a une rivalité dans le leadership régional. À qui le leadership régional? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a deux mastodontes. D'ailleurs le Qatar a voulu jouer une partition propre, coincée entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est qui est-ce qui sera finalement qui entraînera, qui exercera le leadership régional. Donc il y a cette dimension, forcément la dimension économique, je pense qu'elle est sous-jacente. Moi je ne l'aborde pas du point de vue qui est le mien, parce que un économiste insistera forcément peut-être davantage sur le facteur économique. Il y a forcément un facteur économique, mais je pense que la ressource symbolique est beaucoup plus importante dans cette histoire. Je vous donne un exemple que je n'ai pas donné dans l'intervention, c'est que de la même manière que l'Arabie Saoudite a énormément fait dans la diffusion de l'idéologie wahhabite, l'idéologie politico-religieuse, je peux vous en donner des exemples. L'Arabie Saoudite a été le fer de lance de l'installation des frères musulmans qui étaient pourchassés par Nasser en Égypte sur le territoire saoudien. Ils leur ont même confié les secteurs clés de l'éducation et de l'enseignement. Alors quelques années après, vous découvrez qu'en 2015, ou 2014-2015, l'Arabie Saoudite déclare les frères musulmans terroristes. Alors ça m'a fait sourire. Alors comme j'aime bien regarder dans le rétroviseur, tout en ayant un œil sur le pare-brise pour éviter de me tromper de route, j'ai regardé un peu dans l'histoire et je me suis rendu compte qu'effectivement l'Arabie Saoudite avait œuvré dans les années 70 grâce aussi au pétrole, à l'argent du pétrole, à diffuser massivement le wahhabisme. Donc il y a cet ancrage symbolique. De la même manière que l'Iran aujourd'hui joue une partition du point de vue religieux. Vous avez, je ne dirais pas une chiitisation, parce que le terme est peut-être un peu fort, vous avez des poches, des groupes de plus en plus présents, au Maghreb, notamment au Maroc, qui est un pays qui m'intéresse, de présence chiite. Et c'est une forme de soft power pour les Iraniens, parce qu'évidemment ils sont minoritaires. Donc je pense que cette rivalité, elle est du point de vue symbolique d'un leadership. Qui est-ce qui sera l'interlocuteur privilégié de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord? Donc il y a forcément une variable économique, mais il reste cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran vis-à-vis des partenaires occidentaux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je ne l'ai pas cité, mais je vais le faire maintenant, l'Arabie Saoudite, dans un document de Wikileaks, le roi Abdullah ibn Abdelaziz stipulait dans une conversation avec John Brennan, qui était conseiller de la Maison Blanche pour l'antiterrorisme, je cite, voilà ce que disait le souverain saoudien: on ne peut pas faire confiance aux Iraniens, ou bien encore, l'objectif de l'Iran est de causer des problèmes, que Dieu nous préserve de leurs péchés. Les péchés, c'est pas très profane comme vocabulaire, c'est plutôt un propos d'ordre religieux. Il disait par ailleurs, dans d'autres propos plus virulents, qu'il fallait couper la tête du serpent, en référence à l'Iran. Donc je crois qu'il y a toutes ces dimensions, et bien sûr je ne méconnais pas la variable économique. Voilà, au marché. Je voudrais poser. Ça va? Je voudrais poser une question plus naïve et plus terre à terre. En France, on parle de musulmans, on parle de mosquées,
mais en fait, y a-t-il des mosquées chiites, des mosquées sunnites? Comment éventuellement on peut identifier les uns ou les autres? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait compact. Oui, c'est vrai. Merci pour cette question que je vais reprendre. En fait, monsieur pose la question du comment se compose finalement, comment se passe la présence chiite ou la présence sunnite dans les mosquées, notamment en France. En fait, je vais vous faire l'aveu, les mosquées chiites, elles sont très discrètes. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'il y a une présence assez marquée, distinctive des mosquées sunnites, en règle générale, parce qu'il y a une domination, du point de vue du culte musulman en France, à large domination sunnite. Les chiites, il m'est arrivé de les croiser, notamment à la grande mosquée de Lyon, puisque Kamel Kaptan, le recteur, organise régulièrement des débats. C'est-à-dire des débats, pas seulement avec des religieux, avec des universitaires. Il a organisé un colloque il y a 2 ans auquel j'ai participé, c'était en 2016, dans la grande mosquée, où j'ai rencontré, c'est la première fois que je voyais des dignitaires religieux chiites, qui étaient irakiens pour le coup, présents dans la grande mosquée pour débattre. Mais c'était l'unique fois. C'est-à-dire que la plupart du temps, les chiites sont plutôt discrets, parce qu'ils craignent aussi le regard hégémonique de certains sunnites. Je ne dis pas que tous les sunnites voient d'un très mauvais œil le chiisme, mais il y a aussi une réalité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de musulmans sunnites qui ont l'idée que le chiisme est une déviance. Les chiites le pensent peut-être pour le sunnisme, mais c'est moins audible, parce qu'ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas le dire comme ça. Mais chez certains sunnites, il y a un antichéisme qui est réel. Moi, j'ai fait quelques analyses de discours d'acteurs religieux musulmans sunnites sur le territoire national. Je peux vous dire que ça fait peur. Parce que d'emblée, parce que si vous considérez les chiites comme de mauvais musulmans ou des musulmans qui ne le sont pas réellement, c'est quoi l'étape d'après? Il y a en fait une irresponsabilité parfois des acteurs religieux musulmans. Je le dis sans problème, je vous le dis à vous comme je le dirai aux musulmans eux-mêmes. Je peux dire c'est public ce que je dis, il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a une irresponsabilité dans le propos qu'on tient. C'est-à-dire que si vous considérez quelqu'un comme ayant plus facilement accès à la vérité qu'un autre, vous pouvez, dans l'étape d'après, dans des conditions qui s'y prêteraient, être extrêmement violent physiquement vis-à-vis de ces gens-là. Quelle est la principale différence entre chiites, les divergences qu'il y a entre les deux communautés? La principale divergence entre sunnites et chiites, en fait, on pourrait remonter à l'histoire. Je ne vais pas faire d'histoire linéaire. Mais disons qu'il y a un élément fondateur, on l'a dit tout à l'heure, c'est la question de la succession. Moi je pense que ça a été un nœud, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dans la tradition sunnite et chiite, un passage de la tradition, donc une parole attribuée au prophète de l'islam, Mohammed, je le rappelle, qui est né en 570 et qui est mort en 632, où lors d'un voyage entre la Mecque et Médine, Mohammed aurait pris la main de Ali en disant celui dont je suis l'ami, le fidèle, l'esclave, etc. Alors Ali lui-même est son maître. Pour les chiites, cette parole signifie que Mohammed, par ce geste symbolique, confiait en fait la succession du leadership musulman à Ali. Les sunnites acceptent cette tradition mais l'interprètent d'une autre façon. Donc il y a une dimension religieuse de succession politique, parce qu'on pourrait dire que le politique a provoqué ensuite des recompositions religieuses. C'est une hypothèse possible. On peut très bien envisager la différence centrale entre sunnites et chiites à l'origine comme un élément politique, qui ensuite va prendre une tournure dogmatique. Mais je dirais que la construction différenciée du dogme, elle naît beaucoup plus tard, au moment où vous avez une dogmatisation de la religion, que ce soit le chiisme ou le sunnisme. Vous pouvez à proprement parler d'un islam dogmatisé, avec des rites, des normes, etc., à partir du 8e siècle. Donc c'est beaucoup plus tardif que Mohammed. C'est intéressant d'ailleurs. C'est à ce moment-là que les différences dogmatiques vont naître, notamment la question de l'imama, duodécimain, donc 12 imams pour les chiites, iraniens notamment, qui estiment qu'il y a 12 imams qui succèdent à Ali, etc. 12e imam est occulté et c'est lui qui doit revenir à la fin des temps dans une perspective eschatologique pour rétablir la justice sur terre. Voilà une différence. Il y a d'autres différences d'ordre rituel dans l'accomplissement de la prière. Il peut y avoir des différences. De ce point de vue-là, il existe des différences. Mais vous voyez, la pomme de discorde initiale, c'est vraiment la question, à mon avis, de succession. Symbolique, politique. Et le Coran en lui-même, qu'est-ce qu'il dit Ah, ça c'est un vrai débat. Alors, je peux en parler avec plaisir, mais je ne pourrais pas m'y appesantir parce que ça demanderait... Je reviendrai avec plaisir à l'île d'Amour. En fait, jusqu'au Xe siècle, certains chiites ont considéré qu'il y avait une occultation de certains passages coraniques. En d'autres termes, les chiites reprochaient aux sunnites qui ont été les maîtres d'œuvre de la canonisation du Coran
qui a connu plusieurs étapes. Hein. Il y a eu des étapes multiples. On a ce qu'on appelle l'édition du Caire depuis 1923. Mais jusqu'au Xe siècle, les chiites considéraient que la version coranique diffusée notamment par Uthman, troisième calife de l'islam, 634-644, n'était pas la bonne version. Et tous les passages valorisant l'imama, et notamment la vocation de Ali, auraient été volontairement retirés du corpus coranique. Il se trouve qu'au début du Xe siècle, je dirais à la fin du Xe siècle, XIe siècle, tout cela s'est stabilisé, même ça, on pourrait même dire Xe siècle. Tout cela s'est stabilisé, en d'autres termes, les chiites majoritairement considèrent que l'exemplaire du Coran que l'on a aujourd'hui, qui est diffusé très largement, est la bonne copie. Officiellement, je ne sais pas ce qui se dit par les chiites dans la coulisse, mais le magistère chiite iranien, par exemple, reconnaît que le texte coranique qui est aujourd'hui diffusé aussi bien dans les mondes sunnites que les mondes chiites est la bonne version coranique. C'est une interprétation qui change alors. Oui, c'est ça, une interprétation, une sensibilité différente du texte. Parce qu'après, vous avez un corpus de tradition. Vous avez le texte coranique qui est le même pour les chiites et pour les sunnites, mais sur le corpus des traditions, les sunnites vont s'appuyer sur ce qu'on appelle la sunna, les chiites vont s'appuyer sur d'autres corpus de tradition, notamment tirés des imams, des gloses des imams, des premiers imams, pour justement compléter leur lecture, leur approche du Coran. Il y a d'autres aspects différents, très intéressants. Là, je vous renvoie aux travaux de Christian Jambet, de Moaisi et d'autres, hein, qui ont travaillé de manière très très profonde sur le chiisme. Vous avez aussi la présence très forte de la philosophie dans la formation chiite. Les chiites sont très versés dans la philosophie, beaucoup plus que les théologiens sunnites, hein. Je le reconnais sans problème. Quand vous croisez les deux types de formation, il y a une portée importante accordée par les chiites à la formation du point de vue philosophique. Lequel du religieux et du politique utilise l'autre pour asseoir sa domination, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit une volonté d'expansion en quelque sorte, que ce soit religieux ou plus pragmatique, quoi. En fait, c'est une excellente question. Le fait qui utilise qui, en fait, c'est ça la question, du politique, du religieux. En fait, moi je pense que c'est une double instrumentalisation. C'est une manière habile. D'ailleurs, j'ai entendu susurrer derrière votre camarade qui disait c'est les deux. Et c'est vrai, à certains égards, c'est ça. C'est-à-dire que, et cela dépend, encore une fois, des acteurs auxquels on a affaire et des situations. Mais il y a une promotion par des religieux qui impose en quelque sorte leur vision du religieux aux politiques. Je vous donne un excellent exemple, encore une fois, il est maroccano-centré, pour des raisons liées à mon ancrage empirique qui est plus grand sur le cas marocain, c'est que le roi Mohamed VI, qui n'est pas forcément épris de religiosité, je ne vais pas le juger en apparence, mais ce n'est pas quelqu'un qui est visiblement forcément attaché au dogme de l'islam. Il est commandeur des croyants. Hein, c'est une réalité constitutionnelle depuis 62. Commandeur des croyants qui renvoie au calife Omar, qui a été le premier à revêtir cette dénomination qui n'existait pas du temps du prophète de l'islam. Vous voyez, tout a un lien. Donc c'est une construction a posteriori. Le roi marocain, qui est plutôt libéral, du point de vue intime, peut-être individuel, est obligé de tenir compte du rigorisme religieux au Maroc. Donc il est obligé d'accepter, à certains égards, la doxa dominante. En pragmatique politique, il est obligé d'accepter que nous ne puissions pas, par exemple, aller vers une réforme du code du statut personnel. Par exemple, le fait que les hommes puissent hériter, les femmes puissent hériter de manière équitable dans l'héritage que les femmes. Si c'était un libéral, après tout, on pourrait se dire, il l'est peut-être, mais il ne peut pas aller contre le magistère religieux. Donc voilà un exemple du religieux qui donne le là aux politiques. Et puis donc vous avez d'autres situations où c'est le politique qui va s'appuyer sur le religieux pour légitimer une décision politique. Et c'est ce qu'on appelle en sociologie les stratégies de légitimation ex post. Un exemple concret, quand les États-Unis ont dû intervenir en Arabie Saoudite, présence militaire en Arabie Saoudite, je ne pense pas que les clercs saoudiens étaient forcément favorables à la présence américaine, notamment sur les lieux saints, après la prise d'otages, etc., à la fin des années 70. Mais ils ont pu suivre le magistère politique, le politique demandant aux religieux de trouver une légitimité, une justification religieuse à la présence américaine sur le territoire saoudien. Donc vous avez, vous voyez, deux exemples d'une instrumentalisation, soit du politique par le religieux, soit du religieux par le politique, selon les cas. Dans l'histoire de France, le meilleur exemple, c'est Henri IV. Paris vaut bien une messe.
Voilà, un autre exemple. Oui, On comparer, change de religion, tout à fait. pour notre politique. Vous avez raison, comparer, c'est désessentialiser. C'est fondamental la comparaison, parce que ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de rompre avec l'approche par l'exceptionnalité supposée de l'islam. Quelle est selon vous la position diplomatique française dans cette géographie, et est-ce qu'elle n'est pas aussi influencée par sa On n'entend rien. Je dois reprendre ma question. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas influencée par sa majorité musulmane, justement, qui est de majorité sunnite sur le territoire français? Alors la question qui est posée, c'est quelle incidence des réalités nationales de la politique française, notamment dans les rapports qu'elle peut avoir avec les partenaires arabes ou pays majoritairement musulmans. Est-ce que la politique française tient véritablement compte des minorités musulmanes sur le territoire national? Très honnêtement, je ne pense pas, et je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est la question syrienne. Il y a beaucoup de musulmans très activistes, très engagés dans le tissu associatif, qui ont milité pour une intervention française en Syrie, notamment pour cesser les bombardements et les massacres de Bachar al-Assad. Ça n'a pas vraiment influé. Il y a eu parfois des pas en avant et des pas en arrière. Finalement, rien n'a été fait. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, sur la question palestinienne. Il y a un tropisme pro-israélien de la diplomatie française. C'est pas essentialisant, parce que vous avez des diplomates français qui sont pour un rééquilibrage dans les rapports de la France entre Israël et les Palestiniens. C'est vrai. Mais vous voyez, si on tenait compte du rapport de force sur le terrain avec une présence musulmane très pro-palestinienne, c'est vrai, c'est une réalité, ça n'influe pas forcément. Donc je pense que, je dirais oui et non, mais plutôt non, parce que quand on regarde la réalité de la politique étrangère française, bon, même Emmanuel Macron, qui peut avoir certaines formes de lucidité, n'a pas été forcément le plus avisé quand il a associé l'antisionisme à l'antisémitisme. Alors on pourrait avoir un débat, ça mériterait là aussi une conférence, parce qu'il y a des différentes formes de sionisme. Vous avez un philosophe comme Leibowitz qui dit qu'il est sioniste jusqu'en 67. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est sioniste jusqu'en 67? Le grand philosophe juif Leibowitz, c'est parce qu'après il y a une expansion territoriale à compter de 67. Donc voilà une forme de sionisme qui est défavorable à l'expansion territoriale. Vous avez trois formes de sionisme: le sionisme culturel, le sionisme religieux, le sionisme politique. Donc associer l'antisionisme à l'antisémitisme est une erreur. Alors qu'il y ait des antisionistes antisémites, oui, évidemment. Que certains soi-disant antisionistes soient antisémites, à l'évidence, oui. Mais est-ce que toute forme d'antisionisme, à supposer qu'il faille définir au préalable ce que c'est le sionisme, est un antisémite? Je ne pense pas. Et ça, je pense malheureusement que c'est aussi une influence du gouvernement de plus en plus à droite et du gouvernement israélien. C'est Netanyahou qui dit ça, hein, qui associe l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc vous voyez, moi je pense que ça n'influe pas vraiment, hein, de mon point de vue. Et alors, quelle est la position de la France, du coup, à l'international contre ces deux blocs Écoutez, c'est beaucoup de pragmatisme. Les contrats avec l'Arabie Saoudite, les contrats avec l'Égypte de Sisi, je ne résiste pas à ce jeu de mots qui n'est pas de moi, la démocratie ici. Vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit une grande démocratie. Depuis le 3 juillet 2013, où il y a eu le coup d'État, ça n'empêche pas les relations. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, je n'ai pas de leçon à faire à l'Égypte. Et je puis vous assurer que Sisi ne mène pas une guerre sans merci aux frères musulmans seulement, c'est à l'ensemble des oppositions égyptiennes. Et l'air devient de plus en plus vicié en Égypte. Et pourtant, les rapports entre la France et l'Égypte sont au beau fixe. Et ce n'est pas influencé par la position musulmane française, puisque précisément beaucoup de musulmans engagés dans le tissu associatif sont contre la politique de Sisi. Pour d'autres raisons, c'est vrai, souvent soutien aux frères musulmans, mais malgré tout contre Sisi. Vous n'avez pas évoqué une différence entre le chiisme et le sunnisme, c'est le clergé. Il me semble que, par exemple, en Iran, le clergé, comme à Mashhad, il y en a qui sont plus progressistes, qui voudraient même quitter la gouvernance, etc. Est-ce que dans le sunnisme, il y a autant de discussions par rapport au pouvoir, aux interventions du pouvoir? Oui, excellente question, merci sur la... Alors il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées. Ça, c'est une certitude. Donc, la question du clergé. En fait, pendant longtemps, j'ai considéré effectivement dans le chiisme un clergé, mais même dans le sunnisme. C'est-à-dire qu'officiellement, je reprends la formule excellente
de Mohamed Harkoun, l'islamologue franco-algérien qui nous a quittés en 2010, qui disait la chose suivante, je cite, « L'islam est théologiquement protestant et catholique politiquement. » Excellente formule. En réalité, en principe, tout le monde peut avoir accès à l'islam aux sources scripturales. Il n'y a pas de clergé. Mais dans les faits, il y a un clergé. Un clergé qui monopolise l'expression de la parole légitime de l'islam. Par exemple, l'Union internationale des savants musulmans, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Donc, ceux-là même monopolisent la parole légitime. Donc il y a un clergé en réalité. Vous voyez, c'est paradoxal. Il n'y a pas de clergé officiellement, constitutivement, quand vous vous référez au texte originaire de l'islam, mais de fait, il y a un clergé qui s'impose. Alors, par rapport au débat entre politique et religion, il existe en islam sunnite, mais c'est vrai qu'il est peut-être moins évident que dans le chiisme. C'est vrai qu'il y a une approche critique des chiites, notamment des clercs, qui est beaucoup, à mon avis, mais je le fais très modestement, parce que je ne vais pas faire semblant, je ne suis pas spécialiste du clergé chiite, qui est en tout cas peut-être inspiré de cette tradition mu'tazilite, ce courant rationaliste, l'idée qu'il faut considérer, humaniser les textes religieux. Je trouve qu'effectivement, il y a une audace intellectuelle qui est peut-être beaucoup plus présente dans la hiérarchie religieuse chiite que dans la hiérarchie religieuse sunnite. Vous avez des penseurs sunnites libéraux, mais qui sont à l'extérieur de la théologie. Je vous donne l'exemple de Mohamed Harkoun, qui est un islamologue, qui n'est pas un théologien. Vous avez Nasr Hamid Abu Zayd, qui est ce penseur égyptien qui nous a quittés en 2010 également, et qui a dû s'exiler aux Pays-Bas parce qu'il avait été excommunié par l'Égypte de Moubarak, qui était aussi un partenaire. D'ailleurs, Moubarak avait reçu le prix Louise Michel des droits de l'homme. Excusez du peu. Et c'est Moubarak qui avait expulsé Nasr Hamid Abu Zayd, considéré comme apostat, parce qu'il avait eu l'outrecuidance de faire de l'herméneutique appliquée au texte coranique. Vous voyez? Donc, il y a des tendances, mais ces tendances-là sont toujours à la périphérie de la théologie musulmane. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne percole pas à la base. Beaucoup de musulmans confessants vont plutôt accorder crédit aux théologiens plutôt dogmatiques, conservateurs, qu'une parole d'un musulman libéral. Parce que malheureusement, elle ne compte pas beaucoup, cette parole. Parce qu'en fait, il faudrait que ce soit la théologie sunnite qui ingère cette dimension critique pour créer de la réforme. Il ne peut pas y avoir de réforme du rapport au sunnisme tant que ça reste à la périphérie, en philosophie, en histoire, en sciences humaines, malheureusement. Mais c'est cette réalité-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette querelle, justement, qui est fondatrice entre les velléités des chiites qui considèrent qu'ils sont en mesure, surtout les imams, de révéler le sens caché des versets coraniques, disons des dogmes religieux en général, alors que les sunnites ne sont attachés qu'à la forme manifeste, c'est-à-dire l'exotérique et l'ésotérique. Voilà, l'exotérique et l'ésotérique. Oui, c'est vrai. Ma deuxième question, je ne vais pas faire le parallèle avec ce qui s'est passé en France avec les guerres de religion, mais est-ce que vous ne pensez pas que les deux puissances, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran, sont des États forts, alors que pendant les guerres de religion en France, il n'y avait pas d'État qui était, disons, qui soutenait le christianisme ou le catholicisme. Est-ce que la guerre va s'éterniser justement à cause de l'existence de ces deux États forts? Alors, votre question, la deuxième question est vertigineuse. Hein. Je ne m'y engagerai pas plus avant, mais ça ne veut pas dire que je vais éviter la question, je vais essayer d'y répondre d'une certaine manière. Je vais revenir à votre première question sur le sens exotérique apparent et le sens ésotérique dans la tradition chiite. Je pense que le sens ésotérique, je parle avec beaucoup de prudence, c'est plutôt la capacité de certains religieux à accéder aux formes métaphoriques du Coran pour en percer un sens qui serait inaccessible au commun. Vous avez quand même cette idée chez Ibn Rushd Averroès, 1126-1198, ce penseur andalou qui est l'auteur de traités décisifs. On connaît moins son ouvrage plutôt juridique qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid et Nihayat al-Muqtasid, par là où doit commencer celui qui est capable d'interprétation et là où doit s'arrêter celui qui en est incapable. Et en fait, Averroès lui-même parle du sens obvi et d'une forme de sens ésotérique. C'est-à-dire que les philosophes, selon lui, ils se basent sur le verset 125 de la sourate 16, les abeilles, pour dire, voilà les philosophes,
dans le verset qui commence par appeler à la sagesse, appeler, exhorter à la parole de Dieu, Ed'u ila sabili rabbika bil hikma, par la sagesse, la belle parole, etc., en disant ceux qui ont un accès privilégié au texte coranique, ce sont les philosophes, parce qu'ils comprennent le sens. Donc là, il y a un parallèle intéressant pour répondre à votre question entre sunnisme et chiisme. Mais c'est vrai qu'il y a cette dichotomie-là qui est posée. Donc certains ont accès au sens caché, et les communs des mortels qui doivent se contenter simplement du sens apparent. Mais on a quand même ça dans le sunnisme chez Abu Hamid al-Ghazali, 1058-1111, qui lui est l'auteur des revivifications des sciences de la religion, Ihya ul-Muddin, qui à un moment donné, dans un ouvrage, un petit texte intitulé, comment est-ce qu'il était intitulé, c'est un ouvrage très intéressant que j'ai commenté, ça m'échappe, un ouvrage en arabe qui n'a pas été traduit en langue française. En fait, il dit que certains musulmans ordinaires, voilà, oui, l'éloignement des gens ordinaires de la science du kalam, la théologie rationnelle. Et Abu Hamid al-Ghazali dans ce livre dit, attention, le musulman qui n'en est pas capable ne doit pas s'aventurer dans le texte coranique parce qu'il risque d'abjurer sa foi. C'est-à-dire, plus vous allez chercher à comprendre, plus vous allez vous en éloigner si vous n'avez pas les outils. Donc moi je dirais, toute chose égale par ailleurs, en fait ces traditions existent dans le sunnisme et le schisme. C'est peut-être, même les clercs sunnites aujourd'hui, prétendent sans dire qu'il y a un accès caché. La preuve c'est que le musulman ordinaire ne peut pas se permettre d'aller dans le texte coranique, sinon il est immédiatement mis à l'index. Vous avez des sunnites aujourd'hui qui vous expliquent que vous ne pouvez pas naviguer dans le texte coranique parce que vous n'êtes pas un savant. Comment devient-on savant? Parce qu'on l'est déjà. C'est une forme de tautologie que j'ai souligné dans un ouvrage auquel je vous renvoie, Faire autorité, un ouvrage qui a été dirigé par Dominique Aron, l'historien qui est à l'EPHE à Paris, qui a dirigé un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Rennes récemment. Et dans un article que j'ai consacré justement aux clercs sunnites au défi de l'histoire, je dis qu'en fait il y a un raisonnement tautologique. On vous explique que pour interpréter le Coran, il faut être savant. Comment devient-on savant? Il faut l'être déjà. C'est ça. Donc on verrouille l'accès. Et en verrouillant, on empêche de nouvelles interprétations. Et sur la deuxième question, écoutez, franchement, sur les États, ça, je ne sais pas. De fait, il y a l'Arabie Saoudite et l'Iran comme deux mastodontes. Est-ce qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps eux seuls? Je ne pense pas. Ils sont contraints au point de vue international. C'est tout ce que je dirais là-dessus. J'aimerais savoir si au sein de la population, il y a des forces qui naissent pour se libérer un peu de cette outre-présence du fait religieux ou du fait même étatique. Parce qu'il y a un espoir un peu qui... Vous voulez dire de la politisation de l'islam? Oui, ça, on peut oui. dire qu'il faut être savant, mais on est savant, oui. Bref, c'est la tautologie. Oui. La tautologie, c'est vrai, quel que soit le monde considéré, c'est ça. Oui, Socrate est mortel parce que c'est un homme, etc. Enfin, c'est ce raisonnement absolument circulaire. En fait, il y a des tendances en France. Je pense notamment à des ex-frères musulmans. Vous avez quelques voix comme Farid Abdelkrim, Homero Marandio Peria. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et à la fois la limite, c'est que vous avez des acteurs qui veulent se libérer, qui veulent repenser le rapport à l'islam, mais qui ne sont pas des théologiens à proprement parler. J'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, pour que ça puisse percoler, il faudrait que ça vienne du centre. Alors vous me direz que par la périphérie, parfois on peut pénétrer le centre, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que le magistère, pour le bouger, c'est compliqué. S'il n'y a pas des théologiens à l'intérieur, alors comment est-ce que ça adviendra? Moi je pense que les théologiens musulmans sunnites ne peuvent pas être insensibles au débat de la société, c'est impossible. Alors on peut espérer qu'à terme, ça va changer. Mais toutes les voix critiques qui veulent se libérer justement de cette omniprésence du politique dans le religieux en islam, il y en a. On ne les connaît pas beaucoup, mais qui produisent des textes. Je pense notamment à Mohamed Bajrafil, cet imam qui a écrit une épître justement à un jeune musulman récemment. C'est un ouvrage qui est apparu récemment. Il y a même des tentatives pour nous chercheurs de convier ces acteurs musulmans à s'exprimer dans un espace universitaire. Et c'est pour ça que j'en fais l'annonce maintenant, même si c'est un séminaire fermé. C'est un séminaire qui aura lieu à l'école pratique des hautes études à Paris au mois de juin, entre des collègues politistes, moi je suis politiste, des collègues historiens, islamologues, etc., pour faire parler ces acteurs musulmans qui ont produit des textes, pour qu'il y ait un débat entre la recherche fondamentale et les musulmans tels qu'ils se représentent leur dogme. Je pense que c'est par ces tentatives qui sont... nos ambitions sont limitées, hein, on ne peut pas prétendre à de grandes... on fait ce qu'on peut, mais vous voyez, il y a quand même des changements. Ça c'était impensable il y a 10 ans ou 15 ans. Donc il y a quand même des motifs d'espérer. L'optimisme étant une forme de pessimisme qui s'ignore, dit-on. Moi,
j'accepte d'être optimiste, même en étant conscient des difficultés qui existent encore aujourd'hui. Est-ce que les deux courants de l'islam ont la même approche de la non-croyance? Est-ce qu'ils ont la même tolérance vis-à-vis des non-croyants? Alors je ne dans pourrais... les pays oui. islamiques. Écoutez, franchement, c'est une question intéressante. Alors je répondrai du point de vue sunnite. Je peux supposer que peut-être les chiites n'ont pas forcément un amour spontané pour ceux qui ne croient pas. Mais je mets un point d'interrogation. En tout cas, chez les sunnites, il y a du mal encore à accepter le fait agnostique ou athée, en contexte majoritairement musulman. Il y a cette idée que l'athée peut être athée, mais à condition qu'il ne déclare pas son athéisme publiquement. C'est quand même une manière plus ou moins détournée de refuser cette altérité. Donc ça passe difficilement. Ça passe très difficilement. Au Maroc, on a des exemples de tentatives de déjeuner public pendant le mois du Ramadan qui ont mal terminé. Et enfin, qui sont tournés au vinaigre, hein, c'est le cas de dire. Donc on va vous expliquer que l'athée peut être athée, mais chez lui. Donc, vous voyez, c'est une conception, je dirais, une certaine approche de la liberté de conscience. Donc c'est difficile quand même, c'est difficile. Ah, oui. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le salafisme? Le salafisme est bâti sur la base salaf. Bon, certains ici sont arabisants, donc ils comprennent. C'est les pieux prédécesseurs, ceux qui précèdent. En fait, initialement, originairement, salaf, il n'y a pas de connotation religieuse, parce que vous avez le khalaf et le salaf. Le khalaf, c'est celui qui vient après, le califat, d'où on tire le terme califat, et le salaf, c'est celui qui précède. En fait, par humour, parfois, je dis qu'ici, nous sommes tous des califes. Si nous en revenons au sens obvi du texte coranique, l'homme est entendu comme le vicaire de Dieu sur terre dans le texte coranique. Donc chacun peut prétendre au califat, homme comme femme. Donc c'est une forme de bonne nouvelle que je vous annonce ici, qui nous éloigne des tentatives autoritaires et totalitaires d'un certain califat autoproclamé islamique. Donc il y a ça, c'est le premier point. Donc le salaf, c'est celui qui prétend revenir aux 3 premiers siècles de l'islam, qui serait un islam originellement bon, etc. Un peu l'état de nature à la Rousseau. Mais souvenez-vous ce que dit Rousseau, c'est que c'est un état qui a probablement jamais existé. Et c'est bien le cas, c'est qu'en fait cet islam idéalisé n'existe pas, il n'existe pas historiquement. En fait c'est un islam fantasmé, et ceux qui se revendiquent du salafisme pensent que les premières générations d'islam étaient l'islam accompli en acte. Et ce qui vient contrarier cette réalité, c'est une réalité historique. Hein, les faits sont têtus. Je rappelle que dans le sunnisme, on parle des califats bien guidés, notamment les 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, 632 jusqu'à 656, 657, 661, pardon. Mais 3 de ces califes ont été assassinés. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un islam idéal. Les assassinats supposant qu'il y a de la défiance, de la conflictualité, etc. Donc le salaf d'aujourd'hui, lui, prétend, hein, c'est sa prétention, qu'il peut revenir aux 3 premiers siècles. Vous avez ce salafisme, qui est une forme de salafisme, mais qui a une dimension wahhabite aussi. Le wahhabisme, je le rappelle, c'est une formation du XVIIIe siècle de Ibn Abd al-Wahhab, Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, qui est l'idéologie ou la théologie officielle en Arabie Saoudite. Et Ibn Abd al-Wahhab, tenez-vous bien, est le contemporain d'Emmanuel Kant. Les deux n'ont pas évolué de la même manière. Hein, je vous rappelle le texte magnifique de Kant sur les Lumières, où il dit « Ose penser par toi-même ». Donc arrache-toi de cette béquille, c'est pas exactement l'épître d'Ibn Abd al-Wahhab quand il écrit Kitab al-Tawhid, le livre sur l'unicité qui est un livre dogmatique. Donc voilà, c'est déjà une reconstruction du salafisme à partir d'Ibn Abd al-Wahhab. Après, vous avez quand même, au 19e siècle, début du 20e siècle, ce qu'on a appelé des salafis, mais d'un genre particulier, ceux qui étaient dans une forme de réforme, ce qu'on appelle en arabe la narda, la renaissance. On peut les considérer comme salaf. En fait, vous avez 2 courants salafis. Vous avez le courant littéraliste, celui qui est incarné par l'Arabie Saoudite, ou ceux qui estiment qu'il faut lire le texte coranique littéralement, et vous avez le courant de la Narda qui estime qu'il faut s'inspirer de l'esprit des premiers musulmans, mais pour penser la réalité de l'islam tel qu'il peut être pensé à l'époque moderne, c'est-à-dire en l'adaptant. Donc les salafs, dans le courant de la Narda du 19e, 20e siècle, estiment qu'il ne faut pas copier les résultats des premiers musulmans, mais s'inspirer de l'esprit d'innovation qui était le leur. Alors que les salafis à la sauce saoudienne, si vous me permettez cette expression un peu familière, à laquelle je ne suis pas habitué, eux
considèrent qu'il faut aussi imiter le résultat des interprétations qui datent de l'époque médiévale. Et c'est là où ça va aller au conflit avec la modernité. Vous voyez, ça va au clash. Si vous estimez que l'islam, le bon islam, c'est celui des 3 premiers siècles, je peux vous assurer, je reprendrai l'image d'un militant qui disait la chose suivante, c'est comme si vous étiez dans un véhicule et que vous regardiez en permanence dans le rétroviseur, à l'image que je vous ai prise tout à l'heure. Vous savez ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas devant vous, vous allez finir contre un mur ou par écraser des gens. C'est-à-dire mépriser la liberté des autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un salafisme qui peut s'inspirer de l'esprit en ayant chevillé au corps l'idée qu'il faut répondre aussi aux acquis de la modernité. Et puis vous avez une tendance salafiste qui, elle, se désintéresse de la modernité et qui veut, au contraire, islamiser la modernité. Pour reprendre l'expression d'un acteur politique marocain important qui a écrit un ouvrage dans les années 80 intitulé « Islamiser la modernité », qui est le Cheikh Abdeslam Yassine, qui est le fondateur du parti islamiste marocain Justice et Bienfaisance. Alors, je pense que j'ai fait le tour là, de cette question sur le salafisme. Est-ce qu'il y a une différence du positionnement des sunnites et des chiites par rapport au salafisme? Alors les chiites voient d'un très très mauvais œil le salafisme. Ça c'est clair. C'est clair. Nasrallah ne le dit pas, mais les tekfiris, il met beaucoup de salafis là-dedans. Nasrallah, le leader de Hezbollah. Sur les sunnites, sur le salafisme, il y a des clivages, il y a des discussions âpres. Moi je sais que localement, par exemple dans la région de Chambéry, il y a eu parfois des conflits physiques entre des musulmans ordinaires et les salafis. Donc certains musulmans ne veulent pas de salafis dans les mosquées, parce que ça crée des clivages. Donc ça dépend quel point de vue. Vous avez des musulmans sunnites extrêmement critiques vis-à-vis du salafisme et d'autres qui estiment que ce sont des frères et que même s'ils ont une lecture rigoriste, il faut les accepter. On peut adopter une troisième position. Il ne s'agit pas de promouvoir la violence, mais d'accepter qu'il y a un débat contradictoire ou critique vis-à-vis de certaines tendances de l'islam. Elle existe aussi, cette lecture. Vous parliez du Xe siècle tout à l'heure. À cette époque-là, il y a eu une importance chiite des Ismaéliens. Oui. Actuellement, ils sont représentés en France on les connaît par la Karim. Quel est le rôle des Ismaéliens par rapport au chiisme et autres? Parce qu'ils semblent plutôt bienveillants comme forme politique et religieuse. Écoutez, franchement, votre question est pertinente à bien des égards, mais je ne pourrais pas y répondre. Il faut aussi savoir dire « je ne sais pas », et en l'occurrence, je ne sais pas. Chiisme et sunnisme partagent géographiquement la même sphère d'expansion et de divulgation de leur doctrine réciproque. Est-ce que vous pouvez nous dire, étant donné les antagonismes aujourd'hui, quel sens des deux, quelle est la plus ouverte à des efforts de sécularisation de la religion? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Là aussi, je n'y répondrai pas totalement parce que d'abord, ça demandera un développement supplémentaire et je pense que le temps sera une autre conférence pour étudier précisément les philosophies disponibles aujourd'hui sur les tendances à la sécularisation. Vous avez des penseurs chiites, des philosophes qui ont tenté de penser le nom m'échappe à l'instant, de penseurs qui ont vraiment voulu justement penser un islam sécularisé. Donc vous en avez. Vous avez également dans le sunnisme, mais j'en parlerai plus aisément, cette tendance à la sécularisation, notamment à travers la figure d'Arkoun, qui nous a quittés, mais qui a laissé un patrimoine intellectuel assez important, mais qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas consulté. C'est-à-dire qu'en fait, la sécularisation, de fait, elle s'impose aux théologiens, parce que dans les pays, même majoritairement musulmans, il y a un phénomène de sécularisation. Qu'est-ce que la sécularisation? Il faut la distinguer de la laïcité. La laïcité, c'est un processus par le haut, généralement juridique, institutionnel, de séparation du politique et du religieux. La laïcité est un processus objectif qu'on définit comme la perte d'évidence sociale du religieux, c'est-à-dire qu'il ne structure plus les rapports horizontaux, c'est-à-dire des citoyens entre eux, les rapports entre l'État et les citoyens. Donc ce phénomène de sécularisation existe quand même en terrain majoritairement musulman, par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il y a des poches de sécularisation. C'est-à-dire que de fait, dans l'espace public, vous avez des Algériens, des Marocains, qui ont une vision très privative de l'islam, qui peut-être renoncer à l'islam. Et l'islam ne s'impose que dans certains secteurs, par exemple le code de la famille. Mais sur le code bancaire, etc.,
une vision rigoriste de l'islam ne s'impose pas. Donc il y a cette sécularisation, et vous avez des auteurs, alors de plus en plus, et c'est la nouveauté, des acteurs de l'islam politique, des islamistes qu'on n'attendait pas là, qui commencent certaines fois à accepter l'idée d'une séparation du politique et du religieux. C'est quand même surprenant de la part d'acteurs qui sont les champions du monde de la confusion du politique et du religieux. Vous avez des acteurs au Maroc, je pense notamment à Saad el-Othmani, l'actuel Premier ministre marocain, qui est un théologien formé à Dar al-Hadith al-Hassaniya, qui est une institution marocaine créée en 64 par Hassan II, qui forme donc des théologiens marocains, qui lui dit, finalement, on peut arriver, comme le faisaient les chrétiens démocrates à la fin du début du XXe siècle, fin du XIXe, qui disait, finalement, on peut distinguer le politique et le religieux. En arabe, temiz. Temiz, ça veut dire, au fond, on accepte qu'il y a un espace propre au politique et un espace propre au religieux. Mais il ne va pas jusqu'à le fasl, en arabe, la séparation. Donc on accepte une certaine idée de sécularisation, mais on ne va pas jusqu'à la séparation. Alors on peut se dire que c'est pas assez, mais c'est quand même le signe, l'indice objectif d'une évolution. C'est-à-dire que la laïcité pénètre même certains compartiments de l'islamisme, ce qui est quand même révélateur. Donc vous voyez, la laïcité, à mon sens, elle pénètre quand même la sphère politique. Maintenant, ce qu'il y a des théologiens qui pensent la laïcité comme on aurait des théologiens chrétiens qui la pensent, je pense qu'on n'en est pas là. Je ne vais pas faire injure au magistère, en tout cas sunnite, mais là, il n'y a pas de réflexion peut-être aussi systématique. Mais attendons, on n'est qu'au début d'un processus, on n'est pas à la fin de l'histoire. Les chrétiens ont aussi accepté un certain temps avant d'intégrer dans leur théologie l'idée de sécularité et de laïcité. Je vous donne un exemple excellent, Jacques Maritain. Jacques Maritain, auteur d'Humanisme intégral en 1936, un ouvrage remarquable que je vous recommande, où il dit clairement, dans ce livre, il faut renoncer à la cité médiévale, aux religieux tel qu'il était considéré à l'époque médiévale, l'ordre religieux chrétien. Mais Maritain, il part de très loin. Maritain, c'était un intégral. C'était quelqu'un qui considérait à un moment donné que le religieux devait informer le politique, la vie sociale et la vie politique, et la vie religieuse. Et Maritain a consenti au fur et à mesure à accepter une relativisation du rapport religieux, donc ça a pris un certain temps, pour nous produire des textes magnifiques, notamment Lettres sur l'indépendance, où il dit à un moment donné, c'est un livre très court, où il dit il faut agir en chrétien et non pas en tant que chrétien. Distinction fondamentale. Elle est subtile la distinction, mais elle est intéressante. Agir en chrétien, c'est considérer qu'on a des valeurs chrétiennes, mais que dans la cité, nous ne chercherons pas à imposer ces valeurs et à les convertir en normes juridiques applicables à l'ensemble de la collectivité. Donc on agit du point de vue chrétien en valeurs, mais pas en tant que chrétien pour imposer éventuellement le religieux aux autres. On a un processus similaire, mais qui est encore difficile dans les mondes de l'islam. Moi, je suis convaincu, on y arrive progressivement, je ne sais pas quel chemin ça prendra, je ne sais pas comment cela se passera, mais on a quand même des éléments qui sont... vous voyez, c'est comme le feraient des auteurs comme Walter Benjamin, etc. Parfois, c'est par la radicalité ou l'extrême qu'on pense un phénomène. Par exemple, en analysant l'islamisme, on voit les changements qu'il y a au cœur de l'islam. Par la radicalité apparente, vous pouvez mesurer des changements qui existent. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que l'islamisme, à un moment donné, sépare ou distingue le politique du religieux. Donc c'est tout à fait intéressant. Il y a quand même urgence, parce qu'en attendant, ce sont des conflits qui régissent les rapports entre les deux courants. Et avec le conflit yéménite, encore, le prochain, il va être où, quoi? Oui, sûrement. Donc il y a urgence, je pense. Probablement, oui. Ça, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a, parce que je vois que le temps défile. Est-ce qu'il faut... Non, on a encore jusqu'à 21h30. D'accord. Ouais. Vous êtes de résistance remarquable. Et le soufisme dans tout ça? Oh là là, le soufisme, c'est encore un autre chapitre. Alors, je vais prendre peut-être deux questions. Le soufisme est... Et est-ce que la peur du croissant chiite est un fantasme ou peut-être une réalité? Alors c'est intéressant, on répond à cette question, puis je reviendrai au soufisme. Alors le croissant chiite, vous savez qui est l'auteur de cette expression? C'est le roi de Jordanie. C'est lui qui a popularisé cette expression de croissant chiite, qui était inconnue auparavant, je crois dans les années 2000 peut-être. Écoutez, un fantasme ou pas, parfois ça peut prendre des formes, certaines formes géopolitiques. Moi je pense qu'il y a
encore une fois, cet objectif de leadership. Je ne sais pas s'il faut parler de croissance chiite, mais il y a des alliances locales entre l'Iran, l'Irak, la Syrie. De fait, il y a cette volonté de constituer un arc fort face à la prédominance ou la domination sunnite. Donc on peut en parler, mais j'ai peur que l'expression croissance chiite soit à usage polémique par les acteurs qui l'utilisent pour dire qu'il y aurait une chiitisation, y compris conspirationniste. Après, ça peut donner lieu à des fantasmes conspirationnistes, en disant le chiisme est partout, il veut convertir les sunnites, etc. Donc je serai assez prudent par rapport à l'expression, même si, de fait, il y a des alliances qui se créent. Alors sur le soufisme, qui est une tendance mystique, attention à ne pas idéaliser le soufisme du point de vue duquel je me place en tant qu'observateur, parce que vous avez des formes de soufisme politisé. On parle du soufislamisme au Pakistan, par exemple. Il y a des tendances très politisées du soufisme. Donc le soufisme existe comme mystique, y compris en France. Je pense à Khaled Bentounas, qui est une figure importante du mysticisme, d'une forme de soufisme en France. Vous avez Éric Geoffroy, qui est par ailleurs un collègue universitaire de Strasbourg, qui est lui-même musulman et qui est dans ce courant soufi. Donc c'est un courant qui existe, qui essaie de s'imposer aujourd'hui, où on a une vision très négative de l'islam, comme message de l'esprit de l'islam, valoriser l'esprit, plutôt que la lettre. Vous connaissez tous cette formule excellente, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est un peu la doctrine soufie, mais en étant lucide sur les formes de politisation possibles du soufisme. Bah écoutez, je ne sais pas si c'est moi qui... La conclusion vous revient, je pense. Très bien. Mais oui,